tombez sur les échos du Capricorne, sur Fréquence Paris Pluriel à Madagascar, sur les ondes du 106.3. Vous êtes au 1 rue de la Solidarité et vous nous écoutez à travers radio.toile-li.org de .8000/fpp.p3. À travers également Internet à l'adresse rfpp.net, sur Facebook des Échos du Capricorne, Écho Capricorne et Claudia Sloufland. Vous pouvez nous appeler dans le direct du 01 40 05 06 10 pendant l'émission qui va durer 2 heures avec vous. Otupko karakuri takarive salantra tetka fanartrave talilurga tunga suzan de araba kanto araba sumbarakalia tsarava tupko. De akory aby sarasara tsy ambakambakaina. Manao ahoana ny fahasalamanao, manao ahoana ny fahasalaman'ny fo, manao ahoana ny fahasalaman'ny saina, manao ahoana ny fahasalaman'ny vatana, ny fanahy, ary akory aby ny havanao sy ny kolonga sy ny rehetrarehetra manodidina anao izay akaiky ny fonao rehetra. Engany eo samy ho salama avokoa rehetrarehetra samy miadana. Samy eo anivon'ny fiadanana sy filaminana ary fahasambarana fa izay moa ny faniriana, ny fanolorana dia antenaina fa samby mbola velona tsy maty fo amanaina ka dia tafaraka soamantsaritsika izany ho ia hoe adiny roa ny arahantsika eto amin'ny folora sasany ny sarahantsika. Raha ohatra moa tonga aty ianao dia aty amin'ny akaiky ny metro orika zotra fahadimy na zotra fahafito bis no akaiky atsika. Dia ny mpivahintsika androany moa izany nanaraka sy naneo ny antso na heno ary dia tonga koa miaraka amin'ny Jean-Claude Rabert Faras Claudia Sloufland ianao hitain Rakotomalala sy Aja Ramaholomiaso no mpivahintsika androany mandritra ny adiny roa arahantsika eto amin'izao andro ny alarobia hariva amin'ny 29 volana Jolay izao ka dia tonga soa miarabanareo tompo klasy tompo vavy dia salanitra renareo tretrika. Bonjour Tuko. Miarabanao Claudia, miarabanao Jean-Claude. Miarabanao Pierre Retracon. Miarabanao. Pamissine Malma Marture sur les échos du Capricorne, fréquence Paris Pluriel 106.3, Madagascar sur les ondes de fréquence Paris Pluriel, émission Malagasy en direct. Aujourd'hui avec l'apogénie avec Tin Rakotomalala et Adja Ramaholomiaso. Bienvenue à vous. Donc, c'est quoi l'apogénie? Qu'est-ce que vous faites? Bien, bonjour. Bonjour, bonsoir Claudia, bonsoir Jean-Claude. Merci de nous recevoir et bonsoir à tous nos auditrices et auditeurs de Écho du Capricorne. Alors, c'est quoi l'apogénie? Je ne suis pas venu seul pour expliquer l'apogénie. C'est l'histoire en fait de gens qui se rencontrent après 2018 et qui viennent d'un peu partout. Un peu partout, c'est la France, l'Europe, Madagascar. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? 63 ans d'indépendance de Madagascar et on passe de crise en crise. C'est, comme dirait certains chercheurs sur Madagascar, c'est l'énigme et le paradoxe. Globalement, c'est un pays qui n'a jamais connu la guerre et pour autant qui sombre dans la misère au fur et à mesure des années. Donc on se dit, on peut peut-être réfléchir différemment et voir comment est-ce qu'on peut proposer un certain nombre d'idées. Et c'est comme ça que l'Alliance s'est créée. L'Alliance, donc c'est l'apogénie. Et l'apogénie, c'est un roman en lui-même. Apogénie, c'est alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères. Donc c'est tout un roman, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, on a un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est Madagascar. Donc l'idée, en fait, c'est de proposer quelque chose qui nous permettrait de réitérer, de refaire la même chose constamment à travers l'histoire, parce que ça fait 63 ans qu'on réitère la même chose. Et on souhaite proposer une autre démarche, un nouveau système électoral qui va nous éviter de rentrer dans une autre crise.
Donc, pour aborder ce sujet, je vous propose juste une question. Est-ce que d'après vous, il y aura une crise post-électorale? C'est une bonne question. Ads, tu veux peut-être intervenir sur cette question? Oui, bonsoir à tous. Disons que les mêmes règles produisant les mêmes effets, je pense qu'il y aura une crise si on garde le système électoral actuel. C'est une évidence même. Et les 63 ans, comme tu as dit, d'indépendance ont montré que depuis 1960, le PIB par habitant de Madagascar a dégringolé de 40%, passant de 848 USD, pardon, de donner quand même quelques chiffres, parce qu'il faut illustrer ça de manière assez concrète. Donc on passe en 71, c'est le pic du meilleur PIB par habitant de Madagascar, 848 USD. Et en 2022, les derniers chiffres de la Banque mondiale est de 454 USD. Donc voilà la dégringolade de 46% là c'est pris de 71 à 2022, donc à peu près 51 ans. Ce bilan parle de lui-même, hein. Il n'y a pas à discuter plus longtemps. En fait, pour nous, c'est la conséquence d'un système électoral basé sur qui produit un président messianique, muni des pleins pouvoirs, et à qui on a donné la confiance complète pour conduire le pays. Malheureusement, voilà le résultat. Les Comoriens font 3 fois mieux que nous aujourd'hui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Ad, et je me permets de compléter. En fait, si on regarde l'histoire de Madagascar, on s'aperçoit que l'indépendance, 26 juin 1960, on hérite d'une constitution. Et c'est la constitution de la 5e République de la France. Et on l'applique telle qu'elle, copier-coller à Madagascar. Résultat des courses, on a ce que présente Ads dans les résultats. Globalement, on est en train si on devait un peu schématiser les choses, on met un moteur de camion sur une 2 chevaux et puis on se dit ça va marcher. Et on a malheureusement les mêmes résultats qui se répètent. Je dirais si on devait schématiser sur 63 ans, on a des transitions qui se répètent. Ça a commencé par Philibert Tirane, et ça a commencé, je dirais, le 18 mai 1972, où Tirane donne le pouvoir à l'armée, et on a commencé notre première transition. Et à partir de là, il y a un déclin qui s'amorce pendant 10 ans, de 72 à 82. On a globalement la démission de Ramanansou, l'assassinat de Ratsimandjov, ensuite on arrive au président Ratsir qui fait une nouvelle constitution, il fait son mandat, et puis on a encore une transition, et puis on a Zinfelbert qui arrive, impeachment, empêchement en français. On a Didier Ratsir qui revient, et puis avec des élections qui sont tronquées. Ensuite, on a Marc Ravenbrown qui fait son mandat, et tout de suite après son mandat, une autre transition. Globalement, c'est bis repetita à chaque fois. Et on montre bien, d'après les chiffres de Haas, que finalement, c'est une machinerie à aller de crise en crise. Ce suffrage universel uninominal majoritaire à 2 tours qui enfonce le pays de manière paradoxale. Plus on avance et plus on enfonce le pays économiquement, socialement et politiquement parlant. Et là, la question qui se pose évidemment, c'est, à votre avis, qui sera le prochain président, et y aura-t-il une crise post-électorale? Mais je vais laisser continuer peut-être Ads sur les chiffres, parce que
Je pense qu'il faut rester juste pratique et pragmatique. Oui, oui. Une petite anecdote. Le président actuel, alors je tiens quand même à préciser que vous avez certainement remarqué qu'on a commencé notre exposé, enfin nos échanges, par la présentation de l'historique de Madagascar depuis 1960, hein, où on n'est pas là pour viser un tel ou tel dirigeant, le dernier, l'avant-dernier, Ratir, etc., etc. Il n'est pas question de ça pour l'apogénie, simplement de constater de manière froide, en dézoomant l'actualité d'aujourd'hui, de constater que ça ne va pas du tout, ça ne marche pas du tout. Alors la petite anecdote, c'est que le président actuel, en 2018, pendant sa campagne électorale, avait annoncé lorsque je serai au pouvoir, ça sera Madagascar qui prêtera de l'argent aux Comores. J'ai dit tout à l'heure, donc les Comoriens font 3 fois mieux que nous en PIB par habitant, et ce qui devait arriver arriva. L'année dernière, lors du cyclone Batsirai, les Comoriens, les Comores, nous ont apporté une aide de 150 000 USD. Donc voilà la réalité. Quand vous parlez de crise, la crise post-électorale dont vous parlez, c'est pour la population, pour qui? La crise post-électorale que l'on connaît, elle est historique. Globalement, c'est quoi une crise? C'est des personnes qui sortent dans la rue, qui disent, voilà, nous on n'est pas d'accord, on a besoin de s'exprimer. De manifestation donc? Manifestation, mais pas que. C'est tout simplement la démocratie qui s'exprime. C'est des gens qui ne sont pas d'accord, ça peut être dans la rue, mais ça peut être sous d'autres formes. Et ça peut être aussi sous la forme, notamment, d'investisseurs qui ne veulent plus investir à Madagascar, par exemple. Donc vous voulez éviter qu'il y ait manifestation de gens dans la rue, malgré la crise, malgré leurs problèmes, alors qu'on sait très bien qu'ils ont des problèmes. Après les élections, est-ce que les investisseurs devraient venir? Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux, et vous l'avez précisé tout à l'heure. Il y a les gens de la rue, il y a les gens de Madagascar, et il y a les autres qui sont en dehors de Madagascar. Et en fait, c'est à plusieurs échelles. Il faut revenir juste un pas en arrière pour déterminer les raisons de la crise. La crise, avant tout, c'est une crise de confiance. C'est pourquoi est-ce qu'on sort, pourquoi est-ce qu'on se manifeste, et on manifeste notre mal-être d'une certaine manière, c'est parce qu'on n'a pas confiance, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. Résultat des courses, les gens se manifestent et ça forme une crise. C'est de la défiance. Mais vous voulez pas de manifestation? Eh bien... Alors que normalement, aujourd'hui, on devrait manifester tous les jours déjà. Absolument. Mais en fait, on a la possibilité d'éviter une crise si on est transparent et si on montre des gages de confiance sur le système électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, on doit être capable de s'adresser aux gens en disant voilà comment est-ce que va se dérouler les élections à Madagascar, vont se dérouler les élections à Madagascar, et comment est-ce que on va faire en sorte que vous puissiez avoir le président que vous méritez, que vous avez choisi, et que ça corresponde à vos aspirations et à ce que vous avez mis dans l'urne, votre bulletin. Votre constat d'aujourd'hui, c'est tous ces présidents mal élus n'ont pas pu faire leur travail de président parce qu'ils étaient mal élus. Eh bien, la difficulté, c'est le système électoral en lui-même. Et c'est issu de la Constitution. C'est qu'on a fait un copier-coller sur un pays qui est plus grand que la France, le Luxembourg et la Belgique réunis. Et pour arriver, pour que les bulletins qui sont votés au fin fond de Madagascar arrivent à la capitale, eh bien, il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de chemins,
Ça passe par, je dirais, plusieurs mains, et c'est là tout le problème, parce que finalement, on ne sait pas ce qui se passe entre là où le bulletin a été posé dans l'urne et finalement la capitale. Donc, quelque part, il faut arriver à mettre en place un système, ce qu'on appelle la démétropolisation, pour que vous qui votez à un endroit donné à Madagascar, on puisse avoir les résultats directement, in situ. Techniquement, donc, c'est faisable. C'est faisable, techniquement. Et ça n'a jamais été fait, alors que techniquement, ça aurait pu le faire, ça aurait pu être. Oui, c'est tout à fait faisable, et je dirais, nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé à cela, parce que d'autres pays l'ont déjà fait, et l'ont déjà mis en place. Donc, on peut s'en inspirer, mais c'est ce qu'on appelle la démétropolisation. Donc, ça nous permet tout simplement d'avoir les résultats localement, comme ce qu'on connaît ici en France, hein, et vous allez avoir les résultats directement dans les différentes régions, les 23 régions de Madagascar, et ça vous permet d'avoir plus de confiance. Donc ça, c'est un élément important dans le dispositif. Mais chaque président qui ont été élus auparavant n'ont pas pu faire leur travail, n'ont pas voulu faire leur travail, où il y a eu manque de volonté de faire ce travail-là, de président, de gérer le pays comme il le faut, comme il aurait fallu le faire. Est-ce que la désignation d'un président ou l'élection d'un président aurait pu changer cette façon de ne pas faire ou de faire correctement son travail? Alors, toujours soyons concrets, le dernier président avant celui actuellement au pouvoir a été désigné sans aucune majorité, sans aucun député à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous qu'il puisse faire quelque chose en étant tout seul, et comment peut-il faire passer ses lois sans député, sans une majorité? Eh bien, le fonctionnement, c'était l'utilisation des mallettes. Donc voilà concrètement comment ça se passe, comment ça s'est passé. Pour les auditeurs, la question des mallettes. Ah oui, la question des mallettes, ce sont des petites valises remplies d'espèces, hein, qu'on distribuait aux députés qui étaient d'accord pour voter les lois qu'on aurait voulu faire passer. Ou des cartons d'argent dans les malles de coffre-fort des voitures. C'est la même chose, c'est tout à fait ça. Donc voilà, tout ça, ce sont les conséquences de ce système électoral, c'est-à-dire qu'il est possible avec le système d'aujourd'hui d'être président sans programme, sans député, et voilà, on reste là au pouvoir en jonglant avec les mallettes. Ça veut dire que tout le système est fait pour qu'il ne puisse pas faire son travail, ou c'est tout le système qui est mal fait et qui profite du fait qu'il n'est pas bien élu? En fait, il a tous les pouvoirs entre les mains. Hein. C'est tout simplement ça, personne ne l'en empêche. Bon, sauf quand il veut faire passer les lois, là il utilise les mallettes. Mais si c'est juste dans là par exemple, le problème du délestage de la Tirama, c'est un problème qui dépasse la gestion par le président. C'est un problème industriel. Donc le président, à la limite, il va dire son avis, il va dire, toi tu vas démissionner dans 3 semaines si le délestage n'est pas résolu. Pareil pour les sujets du bac qui ont fuité. Il peut émettre son avis, mais ça ne résoudra pas le problème. Donc il peut tout faire, il peut essayer de régler les affaires, mais malheureusement, avec ce système trop centralisé, il ne peut pas, il n'a pas l'aide des autres, de l'administration pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne des gens. Et je réinsiste en disant, mal élu ou bien élu, il peut faire la même chose. Jouer des mallettes, jouer de son influence, jouer de son pouvoir pour corrompre tout le monde. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même bien élu, hein. Oui, ça c'est... Même avec une élection bien organisée, bien correcte, oui. Vraiment de confiance, là où qui se passe bien comme il faut. Oui, tout à fait.
Les mallettes, c'est lorsqu'on n'a pas de majorité. S'il a tout de suite une majorité, bon, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes de mallettes. Mais s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale... C'est le sujet, c'est ça le sujet. En fait, on a fait un premier constat. Le premier constat historique qu'on vous a proposé, c'est de voir qu'historiquement, 63 ans, il y a eu beaucoup de transitions. Le deuxième point, c'est le président qui est bien élu ou mal élu, il arrive au pouvoir sans pouvoir, parce qu'il n'a pas suffisamment de députés, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Et il va se présenter, et ça donne en fait des déviances, ou des déviations, de cet ordre-là. Les mallettes, etc. Ok. Donc, l'apogénie a l'intention de mettre en place un nouveau système électoral qui serait stable, sincère et sécurisé. Oh oui. De quelle manière ça peut se faire dans un pays où tout va de travers? Eh bien, écoutez, on peut toujours faire pire. Hein. On peut toujours faire pire, et on l'a montré. Maintenant, c'est une question de co-responsabilité. Si on se pose la question, est-ce qu'il y a une crise post-électorale, c'est que la plupart des gens ont déjà la réponse. Que ce soit vous au micro ou les gens qui nous écoutent, ils ont déjà un début de réponse. Ça peut être oui ou non, ou peut-être. Hein. Mais pour répondre à votre question, il faut revenir juste un pas en arrière. Ce que l'on propose, effectivement, c'est un nouveau système électoral, mais il faut aller au-delà de ça. C'est lorsque vous êtes président, vous devez avoir le pouvoir de mettre en place ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut avoir un programme. Et la plupart des présidents mal élus ou bien élus se retrouvent souvent au pouvoir avec un programme d'une vacuité sans nom. Et ça pose problème pour la nation. Est-ce que tous les programmes qui ont été proposés par des candidats au poste de président, par tous les temps des élections de tous les 5 ans, je crois, à Madagascar, tous les 5 ans, ouais. Ils ont été tous mal élaborés. C'était pas des vrais programmes de société? Alors, c'est un peu difficile de juger si ça a été bien ou mal élaboré. En fait, quand on regarde le constat, hein, c'est ce que j'ai fait au tout début, c'est que ça n'a pas résolu le problème de la pauvreté des Malgaches. Ça a au contraire fait aggraver. Et aujourd'hui, je vous dis, on est, pour un pays sans guerre, au fond du trou. Mais vraiment au fond du trou. Donc, je pense que la réponse à votre question, Claudia, c'est peu importe si ça a été réfléchi par des élites, par des conseillers spécialisés dans tel ou tel programme de développement, le fait est que ça n'a donné aucun résultat tangible. On sait 63 ans d'indépendance. Est-ce qu'on est indépendant pour l'apogénie? Alors, qu'est-ce que vous constatez par rapport à Madagascar sur ces 63 ans? Est-ce que nous sommes souverains chez nous? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, c'est quoi la souveraineté? C'est quoi la souveraineté? En fait, il faut placer Madagascar dans un contexte géopolitique. On a essayé à travers ces 63 ans différentes démarches, y compris nationalistes. Finalement, on s'aperçoit que ça n'a pas forcément donné le résultat escompté. Aujourd'hui, c'est une démarche plutôt géopolitique. Il faut avoir une vision macro de la situation. Quelle est la situation? Quelle est la position de Madagascar dans le monde? Économiquement, évidemment. Eh bien, c'est presque mathématique ce que je veux vous dire, mais la pauvreté à Madagascar, elle est inversement proportionnelle à la richesse des ressources de Madagascar. Globalement, les ressources de Madagascar sont incommensurables et tous les pays s'y intéressent. Alors, on leur dit bienvenue, évidemment. Pour répondre à votre question, c'est finalement, c'est quoi la richesse de Madagascar? Est-ce qu'on est souverain, etc. On a la possibilité de l'être à condition d'accepter non pas le donnant-donnant,
mais le gagnant-gagnant. Ça veut dire que il faut qu'on puisse se dire, voilà, les investisseurs viennent chez nous parce qu'ils ont des raisons de venir chez nous. Et c'est une excellente chose. Il faut qu'ils viennent chez nous. Mais pour venir chez nous, pour continuer de venir chez nous, on a besoin de stabilité. Et cette stabilité, si on l'a pas, eh bien, les investisseurs nous oublient et ils ne veulent plus investir chez nous parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et si vous voyez le nombre de sociétés, de multinationales à Madagascar, les GAFAM, les fameux GAFAM, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, qui sont à Madagascar pour un certain nombre de raisons, les talents à Madagascar, les ingénieurs, l'intelligence, la matière grise qui est à Madagascar, les ressources que nous avons, etc. Ils sont là-bas parce que nous avons le savoir-faire. Et le seul hic, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour qu'il y ait retour sur investissement de ces investisseurs, ce qu'on appelle les IDE, c'est les investisseurs directs de l'étranger, et on ne leur donne pas suffisamment de temps pour avoir le retour. C'est-à-dire, j'investis 1 et puis j'ai mon retour supérieur à 1. Et si on ne leur donne pas cette possibilité-là, eh bien, on s'étouffe nous-mêmes économiquement. Qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils n'aient pas de retour sur investissement? Eh bien, c'est ces fameuses crises, ces fameuses transitions. Mais nous aussi, on les subit, ces crises-là. Pourquoi pas eux? Mais qui en profite alors, du coup? En fait, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus de crise. Oui. Hein, mais qui profite de toutes ces crises? C'est ça le sujet. C'est d'essayer quand même d'éviter les crises. Alors, donc nous, on a un peu réfléchi et la solution donc, qui a été un petit peu déjà évoquée par Tina au début de l'émission, c'était les élections dites liées. En fait, les élections liées, ça consiste à combiner en une élection unique l'élection présidentielle et les élections législatives. Aujourd'hui, si on reste sur le système actuel, il y aura une élection présidentielle à la fin de l'année, au mois de novembre, premier tour, au mois de décembre, deuxième tour. Et en principe, il y a des élections législatives au milieu de l'année 2024, mois de mai, mois de juin. Donc là, ça fait, en gardant l'ancien système, ça fait 3 élections, puisque l'élection présidentielle se passe en 2 tours. Premier tour, 9 novembre, deuxième tour, 1 décembre. Ça fait donc 2 mois. Et puis, mi-2024, il y a les élections législatives pendant à peu près 1 mois. Nous, on va dire, on propose ce qu'on appelle donc des élections liées, c'est-à-dire des élections 3 en 1. 3 en 1, ça veut dire combiner ces 3 dates en une seule date, et en une seule journée, on aura élu le président de la République et les députés de l'Assemblée nationale. Voilà déjà donc quelque chose de nouveau qu'on essaie d'expliquer, de promouvoir. Ça permettra d'avoir un président avec au moins un minimum de députés avec lui. Même s'il n'a pas la majorité présidentielle, il aura un minimum de députés puisque le système des élections liées fait qu'un député doit être en binôme avec un président sur un bulletin au niveau de sa circonscription. Et donc là, le système, là où le système actuel fait qu'on peut être président sans député, le système des élections liées ne peut pas permettre ce genre d'incongruité. Alors, l'autre avantage, c'est que comme c'est en une seule journée, c'est plus facilement contrôlable, c'est moins coûteux, il y aura moins de fraude, et donc c'est tout bénef pour tout le monde. Et aucun député ne peut retourner sa veste entre-temps. Il sera déjà lié avec son président, son candidat à élire. Voilà, pendant la mandature, il sera lié à son président et il ne peut pas comme ça changer de portefeuille, de groupe, de parti, de carte. Une question de Jean-Claude. Oui, j'ai entendu au début de vos interventions
vous avez parlé des tares, enfin c'est moi qui dis tard, hein, du système d'élection uninominale Majoritaire à deux tours. majoritaire à deux tours. Et ça va dans le sens des trois en un, la Trinité, Oui. effectivement. Oui. Mais vous avez bien vu que le problème, par exemple, si on repasse aux élections de 2018, c'est le fait qu'il y a eu 36 candidats. Donc, il y a certains candidats qui ne pouvaient pas avoir une base électorale pour le législatif. Ah oui, effectivement. Donc, et c'est vraiment un excellent exemple, Jean-Claude. Pour rentrer un peu plus dans le détail de 2018, il y a 36 candidats. Et figurez-vous que 30 candidats représentent 4,07% de l'ensemble. Le premier candidat, c'était le candidat TGV, qui représentait 39%. Ensuite, le deuxième, c'était Ravalbalan, 35%. Et Rezenar Mapian, qui représentait 8,82% de mémoire. Globalement, sur les trois premiers, on a l'équivalent de 82%, 84% de représentation des élections. Et le reste, donc, quand on est en dessous des 8%, on est à 1% pour le GFFM, 1,16% pour le RTM, etc., etc. Donc il y a, je dirais, un saut quantique entre les trois premiers candidats et les autres candidats. Donc, quand on voit ça, on se dit, finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de réfléchir différemment en se disant, tous ces partis, tous ces candidats, ils ont quelque chose à exprimer, donc il faut créer, en fait, je dirais, des discussions pour être dans le même parti et présenter des idées communes, et plus présenter ce qui doit les rassembler plutôt que ce qui doit les diviser. Et aujourd'hui, dès qu'il y a une division, on a un parti politique. Donc, ça donne 36 candidats. Et là, mais c'est aussi pour négocier. Et c'est aussi pour négocier des postes. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, dans les élections liées, vous êtes obligé de négocier. Et cette négociation se fait avec les députés. Et donc, vous êtes lié aux députés et vous devez discuter. Et ça veut dire que on répond à une des problématiques de tous les présidents qui sont bien élus ou mal élus, c'est quoi votre programme? Qu'est-ce que vous proposez? Et là, on commence à discuter et on commence à se dire, très bien, moi je veux bien vous suivre si vous me donnez après tant de chaises, tant de sièges à l'Assemblée nationale, etc. etc. Eh bien, en fait, c'est une discussion démocratique, comme on connaît dans tous les pays occidentaux, d'une certaine manière. Donc, c'est de la bonne intelligence. Sauf qu'on regarde différemment, sous un autre angle, en disant qu'est-ce qui nous unit plutôt que qu'est-ce qui nous divise. Et ça change complètement la donne. Tiana Rakotomalala sy Ajara Maolo miasa dia miaraka amin'ny Jean-Claude Rabefarana sy Claudia Sloflandy ary miresadresaka amin'ny apogénie hono hoe alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères à Madagascar. Lava be le anarana, raha zavana amin'ny teny gasy angamba misaotra ohatrany mety misy fomba saika hoe hanao transition zany nareo raha nieritreretrareo tamin'ny voalohany ve ny dikany hoe hanao an'le teteza mita sa inona natonga l'izy hoe natao satria zao zany efa satria manko zao hoe parce que là on va vers les élections donc il y a plus d'entente, il y a plus de comment ça marche pour Apogénie? En fait non, nous on n'est pas une transition c'est un mot péjoratif pour nous, c'est une mauvaise chose. C'est après un putsch, c'est un renversement, etc. Et là, nous ne sommes pas dans cette démarche-là. C'était pas en attente d'une élection à l'époque. Non, en fait, je pense qu'il faut rappeler juste la mission que s'est donnée le génie
L'apogénie, c'est avant le génie. Hein. C'est l'alliance qui permet en fait de rassembler tout le monde pour mettre en place le gouvernement du génie. La mission du génie, ça doit synthétiser de manière très simple. C'est une mission à durée déterminée. Il y a une fin. Ah. Il y a une fin. Et c'est fini à quel moment? C'est quand on a terminé la mise en place du nouveau système électoral, le génie n'a plus lieu d'être. On est en mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Absolument. Et si ça se passe en novembre, vous n'avez que ce temps-là. Eh bien, en fait, il faut du temps pour mettre un nouveau système électoral. Alors que c'est pas gagné du tout pour le moment. C'est pas gagné du tout, et c'est pour ça qu'on en parle. Mais est-ce que ça va se faire, des élections avec... Je reviens toujours à ma première question, Claudia. Hein. Oui. C'est, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une crise post-électorale? C'est ça la question. Non, mais la crise, elle est déjà là pour nous qui vivons à l'extérieur. On peut pas rentrer au pays parce que pour nous, ça va pas du tout. C'est pas vivable. Aujourd'hui, on est le 5e pays le plus pauvre du monde. On peut encore descendre. 4e, 3e, 1er. Il y a pire. Il y a pire, il y a toujours pire. Donc, on sait qu'il y a toujours pire. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas encore de crise. Et donc, on propose, en fait, la résolution, l'évitement de cette crise-là à travers la mise en place d'un nouveau système électoral. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise? Je le répète, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur les résultats des élections. Parce que pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas transparent, et vous vous dites non, j'ai pas voté pour cette personne-là. Mais on est toujours obligé d'être d'accord, même pour Macron, on est d'accord, même si on l'aime pas. C'est même pour voilà. Oui. On a été tous d'accord pour que Angela Merkel gouverne, même si on ne l'aimait pas, il était là. Donc on dit oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens-là? C'est la définition de la démocratie. Et vous l'avez bien défini. Okay. C'est qu'à un moment donné, c'est la majorité qui parle. Et pourquoi on parle de crise? Parce qu'il y a toujours la crise. Non. La crise à Madagascar, c'est parce que les gens se disent c'est pas la personne pour qui j'ai voté. Mais oui, tout le monde le dit. Voilà. Et pourtant, c'est la personne qui est là. Et c'est la personne de bon ou de mauvais gré. Ben non, parce qu'il n'a pas été élu démocratiquement dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a eu des fraudes quelque part. Et nous voulons éviter cette fraude-là en proposant justement la mise en place du génie. Donc éviter les fraudes, c'est ça la mission du génie. C'est bien ça. Éviter les fraudes en mettant en place une élection propre. C'est ça. Si vous voulez. Avec quels moyens? Si on reste sur le système actuel, on va partir sur une liste électorale qui est déjà contestée. Déjà? Oui. La liste électorale actuelle que le CENI a clôturé donc récemment est déjà contesté puisque il devrait y avoir, par rapport à l'évolution de la population, 13 millions de noms dans cette liste-là. Et là, aujourd'hui, on est à 11 millions de noms. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il manque 2 millions de personnes? Voilà déjà une première question. Parce qu'on va les remplir par défaut, non? Non, la confiance n'est plus là, voilà. Donc qu'est-ce qui va se faire? On a envie d'arrêter tout ça. On a vraiment envie d'arrêter tout ça et de changer pour... non pas parce que ça nous fait plaisir, mais c'est parce que ça... On ne peut plus poursuivre dans cette voie-là. Et comment on nettoie tout ça? Alors que le système est déjà bien sale. Oui, et bien rodé. Oui, rodé, oui. C'est toute une famille, oui. C'est toute une... oui. Pas famille, c'est toute une génération de... Alors, là, on va quand même rentrer un peu dans le deuxième point que le génie essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle la démétropolisation. Quand on dit métropole, c'est la France? Oui, démétropolisation, ça fait penser à la France, effectivement, mais ça fait partie justement des choses qu'on veut aussi distiller dans les esprits en disant, bon, démétropolisation, c'est aussi peut-être couper le cordon ombilical par rapport à l'ancienne métropole. Ça fait un nettoyage aussi. Ça fait, prenez-le comme vous le voulez, mais c'est ça un peu aussi l'idée. Donc c'est une démétropolisation par rapport à l'ancienne puissance coloniale, c'est une démétropolisation par rapport à Madagascar, donc, et c'est une démétropolisation par rapport aussi au territoire, c'est-à-dire qu'on a envie que les territoires soient maîtres de leur destin, c'est-à-dire les communes, les régions,
puissent décider de leur propre Destinée. C'est ça la démétropolisation. Alors pour en revenir aux élections, nous on va essayer de mettre en place pour nettoyer cette fameuse liste électorale, de compter sur des nouvelles entités administratives, donc les FONCTAN, à qui on donnera les moyens pour mettre en place vraiment les inscriptions des citoyens sur cette nouvelle liste-là. Redonner le pouvoir aux vrais locaux. Aux vrais locaux. Oui, par exemple, les bureaux de vote vont être présidés par les maires. Les vrais maires du lieu, pas des parachutés. C'est ça, les vrais maires du lieu. Donc globalement, ils vont faire leur job, quoi. Comme c'est fait ici en France ou dans d'autres pays d'Europe et du monde. C'est leur responsabilité. Donc ils seront responsables du bureau de vote. Mais comment se fait-il qu'ils ne le sont plus, ils ne le soient pas? Alors je vais vous donner. Parce qu'il y a eu un historique de tout ça. C'est pas venu tout seul. Je vais vous donner des chiffres pour continuer ce que disait Hans tout à l'heure. 95% du budget de l'État est centralisé dans la capitale. 95%. Et les 5% autres, c'est partagé entre les régions et les communes. S'il y en a. Il y a combien de communes? Il y a 23 communes. Il y a combien de 23 régions. 23 régions. Et, excusez-moi. 1700 communes à peu près. Et 1500, 1700 communes. Voilà. Qui vont se partager 5% du budget. Donc ça répond à votre question, Claudia. C'est comment ils font? Eh ben, ils peuvent pas. Et là, l'idée, c'est leur donner le pouvoir d'agir en local. Et nous récupérons juste les résultats en local. Plutôt que de perdre de l'argent encore à transporter les cartons de bulletins dans les camions, etc., pour finalement se retrouver avec des résultats qui ne sont pas attendus. En fait, donc la démétropolisation, c'est un transfert de pouvoir au niveau des autorités locales au sein des collectivités territoriales décentralisées, ce qu'ils appellent des CTD à Madagascar. Et là, on leur attribuera une plus grande autonomie budgétaire, mais également la possibilité de générer leurs propres revenus à partir des ressources et activités issues de leur territoire. Voilà donc l'idée de cette démétropolisation. C'est de donner une certaine indépendance financière pour que les territoires puissent se développer. Et que ça ne soit pas décidé par le pouvoir central. Une autonomie réelle? Tout à fait, oui, puisque si on leur accorde... Et non pas émergente. Si on leur accorde le budget qui va avec, voilà l'autonomie. Et l'apogénie peut mettre ça en place de quelle manière, avec quels moyens, quelles idées, quelle personnalité, vous posez les bonnes questions, Claudia. De quelle façon? En fait, l'apogénie, c'est plusieurs années de réflexion et il y a des gens de la société civile, il y a des politiques, il y a des polytechniciens, il y a des conducteurs, de camions, il y a des enseignants, c'est de tous bords. Et cette réflexion qui est l'apogénie a permis en fait de dessiner de manière macroscopique comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un tel système et rentrer un peu plus dans le détail. Et la réalité, c'est que pour arriver à mettre en place ce type de programme, il faut de l'argent. C'est que si on rentre dans le détail, aujourd'hui il y a toute une polémique à Madagascar concernant le financement des élections, et quand vous entendez des 13 millions d'euros pour mettre en place une élection, eh bien, comparez juste aux élections de 2018 qui étaient aux alentours de 127 millions d'euros, et comparez-le aux 13 millions dont on parle, on n'est pas au bon niveau. C'est pas la même échelle. Donc il faut des moyens pour ça. Et ces moyens, pour mettre en place cette mission,
et toutes les actions qui vont avec, eh bien, on s'appuie sur ce qu'on appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers, qui ont reçu les représentants de l'Apogénie en France et ailleurs, parce qu'on a présenté globalement ce projet-là qui a été accepté par les PTF, donc partenaires techniques et financiers, et qui nous ont dit, écoutez, si effectivement votre projet, vous arrivez à le mettre en place à Madagascar, nous sommes prêts à vous appuyer. Et nous sommes prêts à vous appuyer, c'est pas juste pour dire, voilà, on vous donne de l'argent parce que vous êtes beau, gentil et puis musclé. Non, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Et cet intérêt, c'est un intérêt, comme je vous l'ai dit au départ, gagnant-gagnant. Ils veulent investir parce qu'on a des ressources à Madagascar, de toutes sortes. Intelligence et ressources minières et d'autres services qu'on met à la disposition de toutes ces entreprises et de tous ces États. Et nous, ça nous permet de mettre en place ce système-là. Parce qu'ils investissent dans la stabilité. Ils croient au projet. Ils se disent, ce projet tient la route. Et on a envie de vous suivre, on a envie de vous croire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place toutes les actions qui vont nous permettre de stabiliser, de sécuriser et de rendre transparent, donc sincère, les élections. De l'information, ça circulait un peu au moment où la Tsuel est venue à Paris, comme quoi il attendait une détermination de la France à rejoindre la communauté internationale pour accorder un financement de la préparation des élections ou de la tenue des élections. Eh bien, je pense qu'on a eu les premières réponses. Les premières réponses, elles sont diplomatiques. On a une ministre des Affaires étrangères qui devait venir à Madagascar, qui finalement n'est pas venue. On peut déjà commencer à interpréter ce signal. Et puis, finalement, sur le financement des élections, où on devrait être aux alentours de entre 125 millions d'euros et 150 millions d'euros, on n'a que 13 millions d'euros. Est-ce que ce n'est pas un début de réponse? Est-ce qu'ils espèrent une contrepartie, ces partenaires financiers et techniques? C'est pas gratuit. Par rapport à la stabilité, oui, c'est beaucoup, c'est joli, c'est bien, encore heureux que ça soit stable, que ça soit sécurisé, que le pays soit sécurisé, que ça soit aussi sincère pour les élections et qu'il y aurait un vrai président. Mais est-ce qu'ils vont aussi choisir quels candidats vont se présenter? Et vous allez choisir quel candidat est valable ou pas du tout? Non. Vous, parmi les candidats qui vont se présenter, combien il y en a déjà là en ce moment, aujourd'hui? Déjà? Non, quand même. Sérieux? Soixantaine? Non. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 en ce moment. Non, il y a... En fait, le barrage des 200 millions d'arrière, il fait en sorte que pour l'instant, il y a très peu de candidats qui se sont déclarés. Donc là, on ne sait pas si ça va être maintenu, mais nous, de toute façon, pour le génie, l'aide des PTF est la bienvenue, il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que la démétropolisation, les élections liées vont prendre à peu près, dans nos estimations, 18 mois. 18 mois. Puisqu'il faut quand même mettre en place un certain nombre de nouvelles lois qui permettent de transformer la loi électorale actuelle par rapport aux élections liées. On est obligé aussi de modifier un peu la législation actuelle par rapport à cette décentralisation, démétropolisation. Et donc, il faut à peu près 18 mois pour mettre en place ces élections liées. Une fois que ces élections liées sont terminées, nous, on disparaît de la circulation, les élections sont là, le président sera élu, l'Assemblée nationale sera élue, et
le président qui sera élu à ce moment-là va diriger la nation avec les nouvelles règles du jeu. Mais là, aujourd'hui, le 9 novembre, il y aura quel genre d'élection alors, du coup, puisque l'apogénie ne va pas être de la partie? Alors, c'est pour ça qu'on est là, ce soir. Ok, vas-y. Eh bien, c'est pour ça. C'est que, globalement, on veut sensibiliser, en fait, tous les candidats. Et cette sensibilisation, ça commence par cette fameuse question, y aura-t-il une crise post-électorale? Si on continue comme ça, la réponse, c'est oui, il y aura une crise post-électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous une co-responsabilité. Ça veut dire qu'on a une information comme quoi il va se passer quelque chose et on a quand même continué à aller dans le mur. Donc, la co-responsabilité, ça commence d'abord par nous, sans parler des candidats. C'est nous qui sommes ici en France, vous qui êtes à Madagascar, ceux qui sont partout dans le monde, etc. Vous avez une opinion, vous avez une idée. Et cette idée, c'est de se dire, ok, est-ce que les gens, est-ce que ce pays-là va encore aller vers une autre crise économique? Et ça commence par nous, en se disant, très bien, si moi j'ai cette information-là, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Eh bien, ce que je fais de cette information-là, même si j'appartiens à un parti politique, eh bien, je vais pouvoir en discuter en interne en disant, écoutez, il va y avoir une crise post-électorale, ce serait peut-être bien de rejoindre l'apogénie pour pouvoir définir d'autres règles du jeu. Ce qu'on est en train de dire là, entre nous, c'est que il y a un match qui va se faire le 9 novembre et on est tous à peu près sûrs du gagnant, à peu près sûr, hein, je dis bien. On a tous une idée. Et quelque part, ce qu'on se dit, c'est, nous, on aimerait bien avoir un autre tournoi que le tournoi qui est proposé actuellement, parce que les règles ne sont pas suffisamment transparentes pour nous. Et donc, si vous savez qu'il va y avoir une crise post-électorale, est-ce que vous allez continuer à aller toujours dans le même chemin, en sachant que les mêmes actions ont les mêmes effets, et on va continuer à faire ça? C'est la définition de la folie, d'après Einstein. C'est vous continuez à faire les mêmes actions. L'apogénie, c'est l'empêcheur de tourner en rond pour celui qui va gagner. Donc, vous présupposez qu'un tel va gagner dans des conditions de fraude. Un tel qui s'est déjà porté candidat. La réponse est simple. Oui. C'est celui qui a le plus d'argent qui gagne aujourd'hui. Et qui a l'argent? Je connais Mamra Vatomang et l'autre là. Écoutez, mais est-ce qu'ils sont candidats? On regarde juste l'histoire. 63 ans d'histoire, ça permet de commencer. Ou les Karan ou les Chenous? Mais il y a tout ça. Mais qui va gagner? C'est celui qui a le plus d'argent. Et donc ça nous permet justement de rebondir sur ce que vous venez de dire. Parmi les règles que propose le génie, que va proposer le génie, qui sera mis en place, c'est le plafonnement budget. Ça veut dire que on sera capable de dire, vous vous présentez en tant que parti politique, eh bien, vous jouez à ce jeu-là, c'est plafonné, pour tout le monde. C'est X millions d'euros pour tout le monde. Et on rajoute des règles. Il y aura des contrôles. Non seulement il y aura des contrôles, mais... Non. Bah, effectivement. Non, des règles, des constitutions, on en a à la masse, à la flopée. On a des magistrats à la flopée, mais ils ne font rien. Donc, à quoi ça sert si personne ne les applique comme on dit? C'est ça. Une règle ne vaut que si elle est appliquée. Et si tout le monde joue les mêmes règles. Exactement, c'est ça. Donc, on va rajouter, par exemple, des règles. C'est, vous vous présentez, on vous prête X millions d'euros, comme tout le monde qui se présente. Donc il y aura des prêts, des emprunts, contre quoi? Il y aura des emprunts d'État. C'est une ligne de crédit, comme en France. Mais on va rajouter une petite règle. Comme en France, c'est si celui qui se présente n'atteint pas 10%, eh bien, il doit rembourser le prêt. Et vous remarquerez le petit clin d'œil que je viens de vous faire. Ah, vas-y. Oui. Parce que Hads, tout à l'heure, nous disait que, justement, il y a une des idées qui
qui a été mise en place par le gouvernement actuel en disant tiens, allez, on va plafonner à 200 millions. Mais c'est l'avantage pour eux, oui. C'est un avantage pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont transformé l'idée en fait, en disant voilà, comment est-ce qu'on va faire pour diminuer le nombre de candidats? Eh bien, au lieu de le diminuer démocratiquement, on diminue en disant si tu n'as pas d'argent, tu ne te présentes pas. Alors que nous, on dit tu te présentes, mais par contre, si tu as moins de 10%, tu rembourses le prêt. Oui, d'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est dans 18 mois. Si ça se présente bien, si tout se met en place, oui, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit mis en place avant les 9 novembre? Eh bien, il suffit, je dirais, que ceux qui nous écoutent rejoignent l'apogénie et qui commencent à dire nous, on fait partie de tel parti politique, on souhaiterait avoir un autre tournoi avec des règles transparentes, et on vous rejoint pour la mise en place du génie. Et pour ça, dans la mise en place du génie, on vous a parlé de la mission à durée déterminée. Après les élections, hop, le génie disparaît. Mais il y a d'autres choses très importantes qu'il faut prendre en considération, c'est la neutralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, ceux qui sont dans le génie sont inéligibles. Non. Voilà, exactement. Inéligible. Vous observez, vous partagez, vous distribuez l'argent. Aux élections en cours. Que ce soit par le député, le sénatorial ou présidentiel. Exactement. Ou mairie et on ne va pas rentrer dans les détails, dans ce niveau de détail-là, mais au plus haut niveau, on n'aura pas accès. En fait, on n'aura pas accès aux élections qu'on va préparer, c'est-à-dire l'élection présidentielle et l'élection législative. On ne pourra pas se présenter en tant que député ou en briguant la présidence. Voilà, en tout cas, pour ces deux élections, pour cette élection liée, il nous sera interdit d'y participer. Après, dans le futur, il y aura encore des élections en fait communales. Vous savez qu'en janvier 2024, il devrait y avoir des élections communales, c'est-à-dire le renouvellement des maires. Alors ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être que le pouvoir actuel va dire on va reporter ça à quand, on ne sait pas, puisque eux-mêmes ne savent pas s'ils seront encore là. Et voilà encore une autre question qui se pose, mais bon, on en reparlera. Mais il n'y a pas que les postes électifs, il y a les postes de direction, de ministère, donc est-ce que vous pouvez briguer sur ces postes de fonctionnariat, de fonctionnaires, de salariés de l'État? Honnêtement, nous, on n'est pas du tout intéressés par ça. Nous, on est peut-être, oui. On est intéressés par la mise en place d'un nouveau système pour permettre à Madagascar de rebondir. En fait, c'est tout simplement ça qu'on souhaite. Oui, Jean-Claude. Vas-y, mets-toi devant le micro. Est-ce que c'est pas une assemblée constituante qui ne dit pas son nom? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout, en fait. Avant tout, on est désintéressé, et c'est tout ce qui est intéressant même dans l'exercice. Parce que on se rend compte que finalement, ça déplaît à pas mal de partis. Parce que quand on leur dit attendez, vous allez être inéligible si vous rentrez dans le génie. Et là, d'un seul coup, hop, ça fait reculer plein de monde. Oui, parce qu'ils ont été habitués pendant 63 ans à négocier des sièges. À négocier des sièges dans la transition. En se disant, voilà, je vais rentrer dans la transition et puis je vais avoir des sièges. Et donc la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est, ok, super, ce que vous proposez, c'est génial. D'ailleurs, nous, ce qu'on va faire, si ça ne marche pas, on va faire un truc parallèle. D'ailleurs, ils l'ont fait sans nous demander, des guns, des TN, etc., en reprenant les idées du génie et de l'apogénie. Gouvernement d'union nationale, voilà, le terme c'est quoi? Transition d'entente nationale, etc. Enfin bref. Les systèmes de plafonnement, etc. Pour préparer les élections, eux aussi. Voilà, exactement. Donc, on est ravis. Que l'idée soit bonne. Oui, on est ravis. Mais pourquoi ne pas... Mais il manque en fait des éléments qui permettent de rassurer les gens en disant, nous, on ne veut pas de poste dans le génie. On veut être inéligible et on le sera. Et donc, ça nous permet de discuter
proprement avec les gens en disant notre job, c'est de mettre un système électoral et basta, et au revoir, et on repart. Voilà. Donc ça veut dire que dès lors où ça a été mis en place, vous êtes à même de dire ah, là c'est transparent, je ne vais pas descendre dans la rue quand il va y avoir le candidat qui va être élu, même si ce n'est pas le mien. C'est la démocratie. Et nous parlons donc de votre programme, de votre actions, de vos actions évidemment. Et vous pensez que vous ne changez rien aux institutions alors que vous êtes en train de tout chambouler en réalité. Est-ce que les institutions qui sont là, qui sont censées vérifier les élections, qui sont censées travailler pour le bon déroulement des élections, n'ont jamais fait leur travail, n'ont pas fait comme il faut leur travail, et quand il y a des élections comme ça, il y a une manne financière qui s'annonce, donc est-ce qu'elles vont être déboutées de cet argent-là? Il y a forcément du changement. Il y a forcément du changement. Dans le génie, il y a le mot institution. Et il y a le mot élection. Donc l'ambition est double là-dessus. Il y a évidemment il y a plus de complexité parce que la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. Mais ce qui est mis en place, c'est avant tout de la transparence dans toutes ces instances-là. Il y a des instances à Madagascar, je vais peut-être laisser Ad rentrer après dans ce niveau de détail, mais il y a des instances à Madagascar dans la mise en place du génie qui n'auront plus lieu d'être. Et donc, Ramaoulmias? Oui, en fait, il n'a pas été précisé tout à l'heure, mais il est quand même utile de le dire, c'est que le génie, donc le gouvernement d'entente nationale, ne pourra se mettre en place que sur appel du président de la République actuelle. Ça, oui. C'est très important de le dire. On n'ira pas, on n'est pas là pour prendre le pouvoir par la force, on n'ira pas comme ça prendre le pouvoir sans l'appel du président de la République. Donc, par rapport aux dates du 9 décembre. 9 novembre et 20 décembre 9 novembre et 20 décembre, pardon. Ces dates seront caduques lorsque si le génie est en place. Puisque forcément, ce n'est pas les mêmes élections que nous, on veut mettre en place. Donc forcément, ces dates-là ne seront plus valables. Et c'est à partir de là, donc, il y aura un report d'élection. Il y aura un report d'élection. Et qui va présider à la place? Alors, ça sera le Premier ministre du génie qui va dérouler tout le programme du génie. Il va éventuellement demander les pleins pouvoirs au président de la République parce qu'il y aura quand même des lois à faire passer qui ne seront peut-être pas compatibles avec la législation actuelle. Et ça, c'est le pari que l'on fait, mais il n'y aura pas d'extra-constitutionnalité ni de coup d'État. Ni de coup d'État. Voilà. Ni de putsch. Ni de putsch. Mais c'est quand même un grand changement, un chamboulement total et qui perturbe. Qui accepterait ça? Eh bien, il y en a beaucoup qui acceptent. Ceux qui n'ont pas intérêt? Eh bien, en fait, en place? Vous posez les bonnes questions parce que globalement, ceux qui ne veulent pas, c'est qu'ils ont un intérêt aujourd'hui à garder le système tel quel. Un système malheureux, malheureusement. C'est ça. Et ils espèrent profiter. Toujours et encore. Oui. Mais ils oublient la règle principale. C'est que c'est celui qui a le plus d'argent qui va gagner. Donc la bonne question, c'est qui a le plus d'argent aujourd'hui et qui va gagner. Donc si on continue dans ce système-là, dans le système malheureux que l'on a aujourd'hui, c'est le système malheureux, c'est un système où c'est pas le programme qui compte, c'est l'argent qui compte. Voilà. Et le système du génie va pouvoir finalement mettre en place un système plus juste où vous participez à un tournoi avec des nouvelles règles transparentes, avec un budget qui est plafonné, avec une démétropolisation, et ça vous donne la possibilité de gagner. Aujourd'hui, les partis n'ont pas forcément la possibilité de gagner parce que c'est la règle de celui qui a le plus d'argent actuellement. Et là, avec l'apogénie, qui a de l'argent?
qui va gagner de l'argent? Puisqu'on parle d'argent, Eh bien, on parle- est-ce que ça va permettre à ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui de s'agir? Eh bien, c'est plafonné. Ouais. C'est plafonné. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le même C'est plafond trop que les leur autres. demander, non? Ils vont avoir le même plafond que les autres candidats. Oui. Donc, ce qui va primer, c'est plutôt la valeur de leur programme. C'est qu'est-ce qu'ils proposent. Ils sont obligés de se mettre au même niveau de tout le monde. C'est-à-dire parler de leur programme et non pas celui qui a le plus d'argent, qui va acheter le plus de t-shirts ou je ne sais quoi, qui va être élu. C'est quel est votre programme et vous avez le même plafond que les autres. Et il y aura des contrôles évidemment sur la mise en place de ces plafonnements-là et le respect de ces plafonds. Est-ce que la population va être sensibilisée? Est-ce qu'il va y avoir des informations? Est-ce que ça continue? Les sensibilisations par rapport aux élections avec vous? Oui, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici aujourd'hui. À Madagascar, je parle. Hein. C'est important aussi qu'on sensibilise la diaspora à ce qu'on fait, à ce qui, à nos yeux, devrait être fait à Madagascar. Donc on sensibilise la diaspora. Localement à Madagascar, ça commence aussi à prendre forme. J'allais dire que le mot à la mode aujourd'hui dans les salons tananariviens, c'est apogénie. Et donc c'est un signe que cette idée-là, qui au départ était un petit peu exotique, commence à prendre dans les esprits et dans les têtes des dirigeants actuels. Est-ce que vous pensez que vous avez le temps d'argumenter, de faire changer les idées, de voir venir ce qui se passe? Eh bien, si on a le temps de répondre à la question, y aura-t-il une crise post-électorale? On aura le temps de mettre en place le génie. Parce que si vous avez déjà la réponse, s'il y a une crise post-électorale, vous n'en voulez pas. Donc, on n'en veut pas non plus. On propose justement d'éviter cette crise-là en mettant en place le génie. Et qui est avec vous aujourd'hui? Qui sont avec vous? Avec qui vous travaillez? Avec quel genre d'institution? Ici en France, à Madagascar? Pourquoi avoir discuté avec les anciens présidents? Est-ce qu'ils sont vraiment oui, de la partie? Est-ce qu'ils comptent toujours? On a besoin. En fait, aujourd'hui, on a toutes les représentations politiques depuis la Première République. Et si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que les gens qui font partie de l'apogénie et qui soutiennent l'apogénie aujourd'hui, ils font partie de différentes mouvances. Et ce qui est marrant et plaisant, c'est que on est capable de parler en fait de ce projet-là, bien que on puisse ne pas être d'accord sur, je dirais, une certaine forme de politique. Eh bien, on est d'accord sur le projet en lui-même. C'est de donner la possibilité à tout le monde de participer à des élections propres et que la personne qui sera désignée par le peuple sera celui qui sera élu sans qu'il y ait de crise. Et c'est l'objectif. Et aujourd'hui, dans l'apogénie, on a une constitution qui est vraiment plurielle parce que on se retrouve avec des gens qui avaient plutôt, je dirais, l'habitude de se confronter en termes d'idées et qui sont unis par un intérêt commun, c'est celui de la nation. Comment vous rejoindre? Comment vous contacter? Comment faire partie de votre équipe? En fait, on a Est-ce que vous recrutez? apogénie.org qui contient déjà pas mal de documents pour ceux qui veulent approfondir nos idées, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Il y a la page Facebook, Apogénie. Il y a aussi Twitter, YouTube pour les vidéos. Voilà tous les canaux sur lesquels vous pouvez nous joindre. C'est ça.
Et qu'est-ce qui va se passer bientôt là? Est-ce qu'il y a un programme? Ça va être l'été, donc c'est les vacances. Vous continuez à travailler? Alors, parce que je rappelle que c'est dans 4 mois, le 9 novembre. Si les élections se déroulent, est-ce que vous vous arrêtez ou est-ce que vous continuez quand même? Eh bien, en fait, notre calendrier, c'est pas le 9 novembre, c'est le 9 septembre. C'est-à-dire date limite de dépôt de candidature du président Razuel aux élections s'il veut se représenter. Donc, nous, on est obligés, avant cette date, de déclencher cet appel du génie pour que nous puissions mettre en œuvre notre projet. Donc, le bon vouloir de André Razuel, le président actuel, dépend de la capacité du génie de mettre en action, en avant toutes ces velléités de changement de situation du Madagascar auquel on tient. Et qu'est-ce qui va le faire changer d'avis? Eh bien, c'est vous, c'est nous, je dirais, c'est Vox Populi, c'est les gens. Si vous arrivez à répondre à la fameuse question, est-ce qu'il y aura une crise post-électorale, eh bien, vous avez déjà la réponse. Il faut nous rejoindre. Et nous rejoindre, c'est tout simplement dire, moi je suis d'accord avec vous, il faut qu'on change les règles pour avoir quelque chose de plus propre, de transparent. Voilà. Et nous ne sommes pas contre le président actuel, nous ne sommes pas pour lui, et nous ne sommes pour aucun parti. Nous mettons juste en place un tournoi pour tous les partis, pour que chacun accepte le résultat, avec des règles transparentes et propres. Règles transparentes et propres, acceptées par tout le monde. C'est ça. Comment obliger ceux qui ne l'acceptent pas? Eh bien, qu'ils aillent tout seuls. Ils aillent tout seuls à leur tournoi. Et dans ce cas-là, ils vont être co-responsables de ce qui va se passer, c'est-à-dire une crise post-électorale. Et on leur a dit, on leur a répété, vous avez une co-responsabilité parce que vous savez très bien que si vous vous présentez à ces élections du 9 novembre, il va y avoir certainement, très probablement, une crise économique pour Madagascar. Et vous avez une co-responsabilité. Donc si vous avez cette information-là, et pourquoi est-ce qu'il va y avoir une crise? Parce que vous savez très bien que ça ne va pas être accepté par la population. Parce qu'ils vont se dire, non, il y a de la fraude, on n'est pas d'accord. Ça ne correspond pas à mes voix, et j'en suis pas sûr. Et dès lors où il y a un doute, eh bien, il n'y a plus la confiance. Et s'il n'y a plus la confiance, les gens sont dans la rue. Est-ce que vous êtes inquiet par ce qui se passe à Madagascar? Ça va être... Absolument, sinon on ne serait pas là pour promouvoir ce dispositif. On est vraiment inquiet. Tout à l'heure, je vous avais dit au commencement que le pays au fond du trou, avec $450 de PIB par habitant. On a de quoi être inquiet. Et si on ne fait rien, forcément demain, ce pays dégringolera encore dans la même direction. Et vous avez peur pour vous-même ou pas? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous avez reçu des coulis comme quoi, taisez-vous? Non, est-ce que quand vous... Non, puisque on n'est pas là. Les gens nous disent même qu'on est là pour soutenir André Razuel, alors que c'est complètement faux. C'est pas parce qu'on attend son appel qu'on soutient André Razuel. On attend son appel parce que nous, on a un programme. On est le seul à avoir un dispositif cohérent. Vous ne trouverez pas de dispositif identique, malgré les concertations à gauche, à droite des uns et des autres. Tout à l'heure, Jean-Claude a évoqué le rassemblement, la réunion du RMDM. Bon, je ne sais pas ce qu'il en sortira ou s'ils se sont finalement réunis, mais on a des doutes sur la capacité de nos compatriotes à sortir de des projets cohérents. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, vous ne nous avez pas posée, Claudia, c'est pourquoi nous? Pourquoi vous, justement, c'est un appel du Seigneur? Alors, pourquoi nous? C'est parce que
il y a une légitimité internationale. Il y a le président de la Pogénie, Mme Angia Masman, est en contact avec les plus hautes instances de l'État. De l'État de Madagascar. En France, et avec les partenaires financiers. Et typiquement, si ça se met en place, Madagascar va avoir besoin d'appui financier, quel que soit le programme qu'on met en place. Un, pour mettre les élections en place, à hauteur de 150 millions d'euros. De deux, la continuité de l'État. Il ne faut pas l'oublier. La continuité de l'État, ça veut dire qu'on doit pouvoir payer les fonctionnaires, on doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait de l'énergie à Madagascar. L'énergie, c'est la transformation. L'économie, c'est la transformation de l'énergie. Donc, si on n'a pas les sous pour alimenter finalement toutes ces centrales, on ne peut pas avoir d'économie. Je crois que vous allez devoir revenir Tina Rakutmalal et Adza Ramaoulmias, parce que là, on a fini. Très bien. Merci de votre accueil et merci aux auditrices et aux auditeurs de l'écho du Capricorne. Fréquence Paris Plouya 106.3, Vélo Madaol Topko. But must admit I'm going to be tremendously more pleased and more proud when I look at that third base coaching line one day and see a box face managing in baseball. Thank you very much. I lay back and smoke a cigar. Niggas want problems. I can see the smoke from afar.